J'accueille Salman Rushdie. Bonsoir. Bonsoir. Salman Rushdie. Alors, ça fait plaisir de vous voir en tous les cas. Thank you. Alors Salman Rushdie, bonsoir, heureux de vous voir. Donc vous êtes ici pour votre nouveau roman qui s'appelle Shalimar le clown et qui est publié chez Plomb. C'est un livre très réussi qui raconte la fin du paradis terrestre qu'était le Cachemire et qui prend d'autant plus de relief cette semaine suite au tremblement de terre dont a été victime la région. Mais auparavant, je voudrais faire un point de la situation avec vous. Vous avez été condamné à mort par une fatwa de l'ayatollah Khomeini en 1989 suite à la publication des versets sataniques. Quand vous avez appris cette fatwa à l'époque, est-ce que sérieusement vous pensiez que vous seriez encore en vie en 2005? Non, je ne pensais pas. Je me suis dit que c'était vraiment une menace très sérieuse, très grave, et qu'il serait peu probable que je vivrais même un an. Quel a été le moment le plus difficile à cette époque, Salman? Le moment le plus difficile, c'était le début, parce que là, c'était quelque chose de très difficile à gérer. On ne savait pas quelle était la réalité de la menace, on ne savait pas ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. C'était une période d'incertitude très très bouleversante. Alors pendant presque 10 ans, vous avez vécu caché en Angleterre, sous la protection de Scotland Yard, mais votre vie ne s'est pas arrêtée pour autant. Vous ne vous êtes jamais exilé au bout du monde, vous n'avez pas changé de nom, vous avez continué à vivre votre vie et vous avez déclaré changer de vie, ça serait pire que la mort, je ne veux pas de la vie d'un autre, je veux la mienne. Vous savez, les écrivains, c'est des gens très têtus. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont été persécutés, il n'y a pas que moi. Et les écrivains ont toujours réagi à la persécution de manière assez extraordinaire. Et moi, j'étais peut-être inspiré par ces exemples, je ne voulais pas me laisser faire. Alors, votre tête a été mise à prix jusqu'à 2,8 millions de dollars. Mais c'était pas vraiment de l'argent tangible. J'aurais pas recommandé d'essayer de me tuer pour toucher la somme. Personne n'aurait payé, vous voulez dire? Je pense pas, non. En tous les cas, vos traducteurs italiens et japonais ont été attaqués. Votre traducteur japonais a été poignardé. Votre éditeur norvégien a été blessé par balle, donc c'était quelque chose de très sérieux. Et malgré tout ça, vous avez déclaré en 2001 dans le New York Times: comment vaincre le terrorisme? Ne soyez pas terrorisés, même si vous avez peur. Bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la façon dont New York a réagi après le 11 septembre. C'est-à-dire qu'il y a eu une période pendant laquelle les gens avaient peur, c'est vrai. Et puis, très rapidement, en l'espace de 6 mois, les gens ont simplement arrêté d'avoir peur. Ils ont dit, on continue de vivre, et je crois que c'est la seule réaction possible, parce que soit on s'enferme dans un coin en tremblant, soit alors on se dit, non, je continue à vivre. Et je crois que toute la ville de New York a eu cette même réaction, la même réaction que moi. La fatwa a été levée en 1998, c'était à l'occasion de la Coupe du Monde de football? Non, c'était en raison de la Coupe du Monde, effectivement. Heureusement qu'il y a eu la Coupe de football. Alors aujourd'hui, vous dites mener une vie normale d'un romancier ordinaire. Vous vivez à New York avec votre nouvelle femme, la 4e. Vous changez plus d'appartement tous les mois, vous promenez plus avec des gardes du corps, vous allez dans les vernissages, vous allez dans les premières. Vous, c'est sorti de votre tête? Oui, vraiment. C'est une très vieille histoire. Elle est terminée depuis, comme je dis, 7 ans. À titre d'exemple, avec mon épouse, nous sommes ensemble depuis 6 ans et demi, et elle ne connaît rien de ce passé. Pourtant, la fatwa n'est pas levée, elle n'a pas été annulée quand même. C'est vrai. Mais en réalité, le vrai danger, voyez-vous, c'était le désir du gouvernement iranien de mener à bien d'exécuter la fatwa, ce qui n'est plus le cas.
Et donc le vrai danger a été dissipé. C'est de l'histoire, c'est du passé. Même le nouveau président iranien, là, qui est pas un tendre, hein. En tout cas, c'est l'information que j'ai reçue. Alors, il y a toujours des manifestations chaque année, le 14 février à Téhéran. La presse est hystérique pendant un jour ou deux, mais ça passe, quoi. Disons que c'est surtout une question rhétorique. Il n'y a pas d'application pratique, alors que par le passé, c'était tout à fait concret. Ouais. Aujourd'hui, c'est des mots, des 20 mots. Je ne peux pas vous le prouver, mais croyez-moi, c'est vrai. Alors, la presse iranienne dit chaque année comment ce suppôt de Satan peut-il encore vivre? Ben, non seulement vous vivez, mais vous écrivez. Vous publiez donc un nouveau roman qui s'appelle Shalimar le clown, chez Plon. Alors, au-delà de l'intrigue, c'est un petit peu le roman du Cachemire, hein. Alors, vos grands-parents étaient cachemiris, Salman Rushdie, et tous les ans, vous alliez en vacances au Cachemire et vous dites, je ne me souviens pas d'avoir vu un endroit plus beau, avec les neiges éternelles, et puis une grande harmonie, c'est-à-dire que les hindous étaient un petit peu islamisés, les musulmans étaient un petit peu hindouisés, et il n'y avait pas vraiment d'esprit militaire. On se moquait des Cachemiris, parce que finalement, c'était des gens qui n'aimaient pas se battre et qui étaient plutôt pacifiques et harmonieux. Exactement, et c'est l'une des tristes ironies de cette histoire, c'est-à-dire que l'endroit le plus paisible de toute l'Inde, là où les gens étaient connus pour justement cette vie d'harmonie, ces gens qui ne s'intéressaient pas à la guerre, cet endroit plutôt est devenu le plus violent de toute l'Inde. C'est une tragédie sans nom. Parce qu'effectivement, les gens plaisantaient, on disait des Cachemiris ils n'avaient pas le moindre esprit de militaire, ça devait être des lâches, mais en fait, ce n'était pas des lâches, c'était des gens qui aimaient la paix. Oui. Alors, les difficultés ont commencé avec l'indépendance de l'Inde, après la Deuxième Guerre mondiale. L'Inde a été divisée en trois, c'est-à-dire qu'il y avait au centre l'Inde hindouiste, et puis d'un côté le Pakistan occidental, de l'autre côté le Pakistan oriental, qui est devenu le Bangladesh par la suite. Et là, il y a un Maharaja, patron du Cachemire, qui hésite entre l'Inde et le Pakistan. Et c'est là qu'ont commencé les problèmes. En effet, c'est assez curieux parce que c'était un Maharaja hindou, même si la plus grande partie de la population était musulmane, il a paniqué, il ne savait pas quoi faire, et il a choisi la voie des Maharajas, c'est-à-dire qu'il s'est enfui. Ouais. Et alors, l'armée indienne, sur ces entrefaites, est venue en théorie pour protéger le Cachemire, mais depuis cette date-là, il y a eu cette guerre avec le Pakistan. Ça, c'est le fond, je dirais, politique ou géopolitique. Et puis, il y a une intrigue. Shalimar le clown raconte l'histoire d'un jeune musulman cachemiri, innocent et bon, qui épouse une superbe danseuse hindoue, c'est un peu Roméo et Juliette, quoi, avant que celle-ci n'accepte de le trahir pour suivre un riche ambassadeur américain qui lui promet le monde. Alors, c'est à cause de ça que Shalimar, le bon Shalimar, rejoint le djihad. Oui, c'est toujours une erreur de partir avec un ambassadeur américain, croyez-moi. On ne le recommande pas, quelles que soient les circonstances. Surtout parce qu'en l'occurrence, si vous êtes une jeune danseuse cachemiri, l'ambassadeur américain ne vous verra pas comme un partenaire à vie, ou une partenaire. Donc on aurait pu lui prévoir la catastrophe. C'était annoncé, effectivement, c'est ce qui se produit. Et Shalimar, le clown, qui l'aimait réellement, a le cœur brisé, mais ça va au-delà de cela. C'est-à-dire qu'il a perdu sa femme qui a été prise par un homme de puissance, de pouvoir, et donc c'est sa virilité en quelque sorte qui est mise en question, et donc il essaie de se reconstruire en tant qu'homme, et c'est ce qui l'amène à choisir la voie de la violence. Alors, le livre commence par un meurtre, hein, c'est le meurtre de cet ambassadeur américain par Shalimar, qui est devenu son chauffeur, et ensuite vous fonctionnez par flashback, et on découvre toute l'histoire. Alors, ce qui est intéressant avec ce bouquin, c'est que c'est un roman qui traverse l'histoire, mais qui aussi couvre tout le globe. C'est-à-dire qu'il y a des récits de vie de gens dans des endroits très éloignés, en Inde, en Europe, aux USA. Et aujourd'hui, sur la Terre, c'est vrai, on est tous dans la même histoire. Notre histoire est mondialisée. Et je crois que c'est un des premiers romans que je vois comme ça, qui peut parler à tous les gens de tous les pays. Mais c'est exactement notre vie aujourd'hui qui n'est pas cloisonnée dans des petites boîtes. Toutes les boîtes sont ouvertes les unes sur les autres. Donc c'est en fait un peu mon premier roman français, puisque Max, l'ambassadeur, est d'origine française. Il est né à Strasbourg, qui est une région un peu comme le Cachemire, l'Alsace, qui a été partagée entre l'Allemagne et la France. Exactement. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur la ville de Strasbourg, j'ai appris beaucoup de choses sur l'occupation nazie, sur la résistance, le mouvement de résistance, et c'était passionnant.
Alors voilà, en parlant d'histoire, vous avez un point commun avec Michel Houellebecq, que nous avons reçu dans cette émission il y a quelques semaines, c'est que vous pensez que la vague intégriste va refluer. Vous dites dans 10 ans, dans 20 ans, l'intégrisme musulman qui est tellement fort aujourd'hui et tellement violent aujourd'hui va se calmer. Pourquoi, à votre avis? Je pense que c'est un phénomène... Il connaît tout. Oui. Hein? Vous êtes comme Madame Soleil, vous connaissez tout. Non, non, et je ne suis pas prophète. J'ai déjà eu pas mal de difficultés avec les prophètes, alors je ne veux surtout pas prétendre en être un moi-même. Mais si vous regardez les pays où l'intégrisme musulman a eu le plus de pouvoir, ce sont les pays où justement où l'islam est le moins aimé. Les Afghans détestaient les talibans, les Iraniens aujourd'hui n'aiment pas beaucoup le gouvernement des ayatollahs. En Algérie, pendant la période du fils et du GIA, ces pouvoirs étaient détestés. Donc, enfin, c'est une théorie, mais j'ai l'impression que c'est comme une espèce de fièvre. Le fanatisme, enfin, Dans toutes les guerres, il y a eu des fanatiques. Dans toutes les guerres, il y a eu des fanatiques. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous sortez un livre, c'est sur le fanatique musulman. Vous pouvez pas changer de sujet. Samy, Ouais, voilà, c'est ça. Il fait un livre pour montrer comment un musulman doux et gentil devient un fanatique. Il ne fait pas un livre sur les musulmans sont fanatiques. Mais je viens d'une famille musulmane. J'ai autant de droit de parler de l'islam que n'importe qui. Alors, pourquoi, vous n'avez pas répondu à la question, pourquoi l'islam intégriste va refluer dans les années qui viennent, d'après vous? À mon sens, bon, je crois qu'il y aura un recul. Parce que dans les pays où l'islam a gagné le plus de pouvoir, c'est l'endroit où justement le peuple l'aime le moins. Les Cachemiris détestent l'islam intégriste, de même que les Afghans, de même que les Iraniens. Donc ce que je dis, c'est que c'est un phénomène à court terme.